Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui vient d'être annoncé et qui est la nouvelle version d'Android qui nous sera certainement révélée plus en détail lors de la Google I/O prochaine, qui est Android O. Wow ! À la Google I/O ? À la Google I/O. Oui, tout à fait. Magnifique. Non, on garde ça, on ne vire pas de ça du tout. Donc oui, Android O, Android, on sait pas encore si ce sera 7.x ou bien si ce sera 8, on sait pas. Je pense qu'ils avaient dit qu'ils allaient commencer à faire des versions majeures à chaque fois, donc ça va être Android 8, je pense. Ok. Non, bon après, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'ils avaient dit qu'ils voulaient commencer à faire des versions majeures maintenant à chaque fois pour plus avoir comme 4.1, 4.2, 4.3, ou tu sais plus trop ce qui est quoi. C'est pour ça qu'ils donnent des noms, hein, non? Ouais, c'était Jelly Bean, 4.1. Ouais, mais là c'était Jelly Bean, puis c'était Jelly Bean, puis c'était Jelly Bean. Donc, voilà. Mais par contre, il y a des changements majeurs dans les trois, donc c'est... Voilà. Donc j'espère que maintenant ils vont commencer à faire ça un peu mieux, parce que pareil, hein, Nougat, il y a eu 7.0, puis 7.1, puis non, 7.1.2. ça reste Nougat. Ça reste Nougat, mais 7.0 et 7.1, il y a des différences. Mais pas comme les app shortcuts, je pense. Moi justement, je dois dire que moi je suis passé sur mon Nexus 6P en 7.1.2. Je suis incapable de te dire ce qui a changé. Je sais pas du tout. Je n'ai vu aucune différence, je sais pas. Il y a un truc qu'ils ont annoncé, je pense que c'était maintenant ils ont une liste des applications qui se comportent mal pour la batterie. Ah ouais. Donc tu peux aller voir dans la batterie, il y a un petit sous-menu, je pense, qui te dit voilà, maintenant les applications qui sont mal comportées dernièrement. Donc si t'as des problèmes de batterie, tu peux aller voir là. Je crois que c'est le seul changement en plus des bug fixes, quoi. Ok. Bon de toute façon, je pense que je vais pas le savoir tout de suite parce que là je suis repassé sur mon OnePlus 3T qui est enfin revenu et qui a l'air de plus planter. Youpi, je suis très content. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce téléphone, mais là, je dois dire que le téléphone est vraiment chouette, donc je suis content qu'il soit là et qu'il fonctionne. Et je suis en 7.1.1, donc je trouve que c'est déjà pas mal Donc bien joué OnePlus sur ce coup-là. Je suis assez content, parce que même le Samsung S7 que j'ai aussi pour le travail, lui est en 7.0. Donc OnePlus, bien joué. Samsung peut mieux faire. Après, OnePlus, ils ont un petit peu moins de devices à gérer, quoi. Mais quand même. ça reste un OS complet, hein. Le leur en plus. C'est le leur, hein. C'est pas juste c'est pas juste le truc de quelqu'un d'autre, aussi. C'est le Oxygen OS que eux font eux-mêmes, hein. Ouais, alors bon, personnellement, j'aime pas trop, mais Samsung, ils rajoutent quand même pas mal de surcouches et de trucs custom, donc. C'est vrai. Je pense qu'à ce niveau-là, ils ont aussi pas mal de taf, quoi. C'est pas faux. Alors du coup, on va reprendre pour les petites chroniques qu'on faisait. Donc tu devrais parler de quelque chose qui t'est arrivé récemment. Oui, en fait deux points. C'est pas du tout c'est d'abord une question et ensuite c'est juste 42. Voilà. Oui, c'est peut-être ça en fait. J'ai déjà posé la question. Je vais mettre un peu de contexte. Le contexte, c'est que je viens de faire un hackathon et c'était vraiment chouette. Et on a joué avec plein de technologies diverses et variées, notamment Firebase. Et aussi, on a pu jouer avec Google Home, qui en Belgique est pas spécialement facile pour l'attraper. Celui-là, c'est un peu comme un Pokémon extrêmement rare. Vu que j'y connais rien en Pokémon, je n'aurais pas donné de nom exact. Mais c'est très difficile à attraper. On a vraiment eu du bol qu'on ait accès à ce truc et on a pu jouer avec. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Mais on a aussi donc joué avec Firebase. Donc le principe c'était simple, c'était qu'on avait en gros c'était le principe du projet qu'on a réalisé, c'était un assistant et l'assistant il fait des trucs magiques en fonction de ce qu'il trouve sur la base de données. Et la base de données, on a décidé que ce soit Firebase, comme ça on peut connecter plein de trucs dessus et puis ils peuvent écouter sur des ports et ça reçoit des events quand ça change et tout, c'est fantastique, c'est génial, c'est magnifique. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, plus blanc que blanc. Ok. Bon, tout va bien. Et on utilise aussi, accessoirement, un service qui s'appelle API.ai. Donc API.ai ou API.ai, si on préfère. Qui vient d'être acheté, je pense, par Google, si je me trompe. En gros, le principe, c'est quoi ? C'est un système... un système d'API d'intelligence artificielle, comme son nom l'indique. Oui. Qui permet de gérer la conversation. Donc en gros, tu peux créer ce qu'ils appellent des intents.
Je sais pas où ils ont été trouvés ce nom, mais je trouve que c'est intéressant. Donc en gros, on peut créer ce qu'on appelle des intents avec des espèces de mots-clés, et on va pouvoir, donc le système va se débrouiller en fonction d'une espèce de grâce à une interface, on va pouvoir mettre en place un système qui fait qu'il va pouvoir poser des questions et comprendre des réponses vocales ou écrites, mais de manière naturelle, et récupérer des informations et nous les rendre. Ce qui est jusque-là super. Donc en gros, imagine que tu puisses demander, que le système te demande, tiens, tu pars en vacances, où est-ce que tu vas, de plusieurs manières différentes, et toi tu peux lui répondre aussi de plusieurs manières différentes, et le système va le comprendre et va renvoyer une réponse cohérente au serveur que nous on met en place. D'accord ? Donc c'est pas très compliqué en soi. Ça ressemble un petit peu à, je sais pas si tu connais wit.ai. Alors quand je dis wit, c'est pas juste mon accent belge qui dit le chiffre 8, c'est pas ça. C'était wit.ai. Et en fait, là, c'est un peu le même principe. Par exemple, tu pouvais configurer l'interface pour détecter certains mots-clés ou certains synonymes de ces mots-clés. Donc, typiquement, si tu disais à ce truc-là, rappelle-moi de, et du coup, lui, il savait, ok, il avait surtout un JSON qui disait action reminder. Donc, ça, tu savais, la clé action avait la valeur reminder. Et donc, si tu disais rappelle-moi, ou n'oublie pas de me dire, ou peu importe, lui, il détectait, en fait, que l'action, c'était reminder. Et donc, en fait, il traitait le langage naturel pour nous. Et ce qui était assez bien foutu, c'est quand si je lui disais rappelle-moi demain, lui allait en fait du coup faire action reminder, et demain il allait me donner la date. Donc il allait dire c'est le 29 mars à 8h au matin par exemple. Et donc du coup en fait c'est ça que ce truc là. Donc c'est ce que tu dis en fait. C'est le même truc, c'est exactement la même chose, c'est juste un autre service. On avait aussi le même principe, on avait notre cas d'exemple principal, c'était ça, c'est on part en vacances et on achète un billet d'avion et le système le repère automatiquement, donc en gros va faire démarrer l'intent de API.ai et l'intent en question peut te parler de différentes façons. Donc ça, nous par exemple, on a fait une démo sur une app Android et sur le Messenger Facebook pour montrer que c'était le même bazar qui fonctionnait des deux côtés sans que tu aies à te prendre la tête toi. Et donc c'était très bien. Et notamment on posait deux questions, c'est tu vas où et quand est-ce que tu y vas. Et on pouvait répondre j'y vais lundi prochain, mais et là on avait une date concrète, mais on pouvait aussi répondre j'y vais la semaine prochaine, et là on avait une range en fait. Donc on avait une date de début, une date de fin pour dire la semaine prochaine, en gros ça peut être n'importe quelle date entre celle-là et celle-ci. Ce qui était, je trouve, malin en fait. En gros, il se débrouillait vraiment pour avoir la meilleure réponse qui correspondait à ce que tu venais de lui dire de manière naturelle. Donc je trouvais ça très très bien. Question débile, mais pour un podcast francophone qui a son importance, API.ai, ça marche en anglais et en français ou juste en anglais? Ça marche même en néerlandais. Ah ouais? Ouais. Ça marche en plusieurs langues, ouais. Et notamment, il y a du français, il y a du néerlandais, il y a du portugais, si je m'abuse, il y a un paquet de trucs. Et c'est bien foutu. Et donc, pour continuer ma petite histoire, donc comme j'expliquais, la base de données qui contient ces données extraordinairement magiques se trouvait sur Firebase, et le serveur qui était un peu le cerveau de notre assistant extraordinaire dépendait grandement de savoir quand il y avait des changements, des ajouts sur la base de données Firebase. C'était le but du jeu. Donc, en local, pendant le développement, sur mon PC, tout ça, sur mon Mac, il faut pas que je dise PC parce que sinon je vais me faire tuer par les dieux Apple. Sur mon Mac, donc, oui, c'est dangereux, ces machins-là. Sur mon Mac, donc, tout fonctionne super bien, on teste, tout va bien. Le problème, entre guillemets, c'est pas un vrai problème, mais pour que API.ai puisse répondre à ton serveur, il a besoin d'une URL. Il a besoin d'une URL et il parle avec un protocole bien spécifique, ils appellent ça un webhook. C'est pas très nouveau comme concept, mais en gros c'est ça. Et cette URL là, il faut qu'elle soit disponible sur le cloud, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu mon app qui était écrite en Java avec du Spring, donc c'était une bête app back-end comme moi je sais encore plus ou moins vaguement les faire, de loin. Et je l'ai foutu sur mon serveur à moi. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y a absolument aucun event de Firebase qui arrive. Donc en gros, on lui dit d'écouter, il écoute pas. Je sais que la configuration était bonne, qu'il est se connecter sur le bon truc. Et Firebase, le SDK de Firebase n'avait pas l'air de dire qu'il y avait de problème, ou de quelque manière que ce soit. Mais je recevais absolument pas
les informations. Donc on avait beau ajouter des trucs dans la DB, aucun event ne venait, donc du coup le truc servait pas à grand chose. L'autre problème, le webhook fonctionnait parce que c'était pas spécialement dépendant de Firebase, donc API.ai pouvait utiliser le webhook, en tout cas appeler le webhook avec les informations. On pouvait traiter les informations, mais l'idée c'était qu'on enregistre certaines de ces informations dans la base de données pour pouvoir en faire des trucs après. Mais le problème c'est que ça marchait pas non plus, donc on essayait de créer cette info dans la base de données et ça n'allait nulle part. Et donc ma question à tous les puissants utilisateurs de Firebase qui nous écoutent, c'est pourquoi ça marche pas? Voilà. J'ai pas compris. Et donc, quand t'as répondu 42, c'est peut-être ça, il faut peut-être ouvrir le port 42, j'en sais rien. Mais ce que je comprends pas, c'est que je pense pas qu'il y ait un firewall beaucoup plus violent sur, enfin si, il y a certainement un firewall sur le serveur, je sais pas, c'est pas moi qui gère. Mais je vois pas pourquoi, enfin en tout cas, j'ai pas pu trouver de documentation particulière, de Firebase qui dit, au fait, si vous mettez ça sur votre serveur, il faut ouvrir des ports particuliers. Donc voilà, j'ai un gros point d'interrogation vis-à-vis de ça, je sais toujours pas ce que je dois faire, mais je vais continuer à creuser, parce que ça m'intéresse. Si jamais, le port 42 c'est name server, host name server. Maintenant, ça t'aide pas, mais voilà. Non, je suis pas sûr que ça va marcher. Dans les autres trucs, qui auraient pu t'aider, mais non, je savais pas que c'est ça ton problème quand tu m'en as parlé. Mais en fait, dans le cadre d'un hackathon, t'as pas forcément le temps de chercher à comprendre pourquoi ça marche pas sur ton serveur, puisque t'es quand même limité en temps. Oui. Et en fait, si ça marchait sur ta machine, ce que tu aurais pu faire, c'est qu'il existe des services, je retombe plus sur le nom là tout de suite, mais qui permettent en fait d'exposer ta machine sur une URL publique sur les internets. Un truc style DNS par exemple. Non, pas style DNS. En fait, j'ai oublié ce que c'est, mais en gros, c'est un truc que tu t'installes sur ta machine et en fait qui se connecte en socket ou un truc comme ça, du coup, sur une URL. Et en fait, du coup, c'est le serveur, quand il reçoit un appel sur une certain truc, il appelle ton truc à toi, quoi. D'accord. Une sorte de NAT, on va dire, temporaire, quoi. Donc, du coup, c'est pas le truc conseillé pour avoir tout le temps sur ta machine ouverte, évidemment, mais quand tu es en train de développer rapidement, ça peut être utile. Ouais, donc j'essaierai d'en trouver tout moins pour dans les show notes, le lien vers ce truc-là. Il me semble qu'ils en avaient parlé dans les cascodeurs, donc je retrouverai le lien, je le mettrai dans les show notes. Ça m'intéresse. Merci pour l'info. En tout cas, ça m'intéresse. Voilà, pour les prochaines fois et pour les gens pour la prochaine fois, clairement, ça peut être utile. Parce que surtout, c'est le truc où typiquement quand t'es en train de développer, quand t'as des webhooks, t'as envie de pouvoir faire des breakpoints et voir un peu ce qui se passe. Ouais. Et sur un serveur, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai mis beaucoup de logging. Plein des logs. plein. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je retrouverai le lien et je le mettrai ça. Super. Ça c'est cool. Ça va certainement m'aider moi et ça va peut-être aider d'autres gens qui écoutent. Ce serait cool. L'autre truc que je voulais dire, c'est que on a pu mettre notre main, comme j'expliquais, sur un Google Home. Et on s'est dit, on a eu donc le truc se terminait le dimanche vers 13h, je pense. Où on devait s'arrêter et on avait la présentation de tous les projets par tous les groupes, etc. vers 13h. Donc, on a eu le truc vers 10h du matin. Donc, en gros, on avait 3 heures pour faire quelque chose avec ça. Déjà, on était tout fou. J'ai mis une photo sur Twitter de moi avec... j'ai fait un selfie avec le Google Home tellement j'étais content. C'était vraiment marrant. C'était vraiment très chouette de jouer avec ce truc. On s'est un peu pété les dents parce que la personne avec qui je travaillais avait plusieurs comptes liés à une console de développement et dû au fait que parfois le SSO Google se pétait un petit peu la gueule, il repassait automatiquement sur l'autre compte ou je sais pas trop quoi. En fait, ce qui faisait que il faut absolument que le compte sur lequel tu développes sur la console sur Internet et le compte sur lequel tu es connecté sur le Google Home soient les mêmes. Il faut absolument que ce soit les mêmes, sinon le test fonctionne pas. Donc en gros, le truc de développement ne fonctionne pas. Et donc on essayait de trouver un terme de déblocage pour donc en gros quand tu crées une application entre guillemets pour Google Home, je crois que c'est assez similaire avec Alexa. Tu dois dire à Google Home, tiens, il faut que je parle à machin maintenant. Et donc t'as une catchphrase qui existe quand tu crées ton app. Tu donnes un nom et alors la phrase ce sera Hey Google, let me talk to something, ou bien alors talk to something. Et donc l'idée c'est laisse-moi parler à le nom de ton app.
Donc nous, on avait mis ça en place et on avait l'impression que dû à nos accents de merde, ça passait pas. Et parfois, ça passait super bien et puis parfois, ça repassait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est à cause d'espèces de trucs bizarres de SSO. Donc ça nous a bouffé pas mal de temps pour comprendre cette histoire-là. Mais finalement, on a réussi à faire fonctionner le truc et on a pu faire une démo live pendant la présentation du truc avec Google Home qui faisait un truc from end to end. Donc ça allait sur la DB, il y avait des triggers qui étaient faits, il y avait toute une série de choses qui étaient mises en place, c'était vraiment chouette, moi je me suis super bien marré. Et je crois que c'était vraiment la cerise sur le gâteau de pouvoir intégrer ça avec aussi Google Home, parce que en tant que Google fanboy que je suis, c'était quand même vraiment excellent. Et on a beau dire tout ce qu'on veut. T'as essayé Google Assistant ? Comment ? T'as essayé Google Assistant, alors ça marche aussi ou... Le Google Assistant, je l'ai sur mon 6P et je l'ai sur mon 3T. Donc oui. Et du coup ça marchait aussi. Donc là votre application marchait aussi ou... Non, parce que leur système ne fonctionne, enfin leur système de dev là ne fonctionne que pour Google Home pour le moment. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. J'aurais voulu, mais ça marche pas. Ok. J'ai vraiment point d'interrogation sur ce coup-là parce que on sait pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment que Google Home et voilà. Quoi qu'il en soit, si tu veux faire du dev Google Home, ça c'est une petite parenthèse supplémentaire pour tout le monde qui écoute, si vous voulez faire du dev sur Google Home, il n'y a pas besoin d'en posséder un, parce que il existe, donc ils ont mis en place un émulateur, entre guillemets, de Google Home en web, donc vous pouvez faire des apps et tester sur cet émulateur web, et ça marche relativement bien, évidemment on peut pas faire tout ce que le Google Home fait, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire que on s'est vraiment bien marré, on s'est un petit peu cassé les dents, mais ça c'est normal parce que ça fait partie du jeu, puis c'est aussi comme ça qu'on s'amuse. Et voilà. Et donc dans l'ensemble, jouer avec Google Home c'était chouette, et ça me donne vraiment envie d'en avoir un, même si on sait que c'est pas parfait. J'ai quand même envie d'en avoir un. Voilà. Donc ça c'était ma petite histoire et mes petites annonces de la semaine. Et toi, merci Eric. Est-ce que tu as des trucs à raconter ? Non, j'ai travaillé pour moi sur un truc pour l'instant secret. Je vais un peu teaser comme ça. Je t'en ai déjà parlé. Et je pense que on devrait l'annoncer aux Android Makers. J'espère que ce sera prêt d'ici là. Donc voilà, je tease un petit peu. Ça me aussi un peu la pression de finir et d'avancer là-dessus. Et avec un petit peu de chance, ce que je ferai sera utile et utilisable. Ouais, parce que j'allais dire, ton truc, ça a l'air cool, mais il faut que ça marche. Parce que si ça marche pas, c'est beaucoup moins cool. C'est aussi beaucoup moins cool, ouais. Après, en fait, au final, ce que je fais, c'est surtout refaire quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est plus maintenu, et le refaire pour que ce soit mieux. Espérons-le. Il va révolutionner le monde. Voilà, c'est ça. Après ça, je serai engagé chez Google, passerai vice-président l'année qui suit, et je contrôlerai le monde. D'accord. Mais bon, allez, on va un petit peu trop vite en besogne. On va déjà commencer par finir ce podcast. D'accord. Alors, donc, parlons-en, hein. Android O. Parlons-en. Voilà, Android O. Et puis high level 26. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. Oui, Nougat c'est 25, je pense. Du coup, à chaud, qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y, dis-nous. Top. Alors, à chaud comme ça, moi j'étais un petit peu, comment dire, en anglais on dit underwhelmed. En français, j'en ai aucune idée. J'étais pas super excité à tout. En gros, ça m'a pas vraiment changé la vie du tout. J'ai trouvé ça assez, pour moi, c'était pas une release majeure. Voilà. Je suis assez d'accord. Maintenant, après, c'est un peu l'impression que j'avais eu avec Marshmallow. C'est aussi un petit peu moins l'impression que j'avais eu avec Nougat, mais je pense qu'ils ont quand même atteint un certain niveau de maturité qui fait que ça devient difficile d'innover. Maintenant, là où j'étais quand même content, c'est de voir qu'il y a eu du travail qui a été fait sur les settings pour essayer de rendre ça un peu plus user-friendly en termes de changements visuels majeurs. Je suis un petit peu mitigé sur les nouvelles limites de background, puisque dès que l'application ne sera plus en foreground, elle sera relativement vite killée. Je suis assez content qu'ils aient retiré maintenant la plupart des intents implicites du manifeste et ce genre de choses. Ça pour moi c'est une bonne chose.
Donc, on va voir. J'ai un peu peur que ça va casser beaucoup. Notamment, je ne pense à des services comme Waze ou des trucs comme ça. Je connais pas mal de, enfin, moi, j'ai toujours Waze en foreground, donc c'est pas un souci, mais je connais pas mal de gens qui ont tendance à le lancer et puis qui coupent leur écran. Du coup, vu qu'il sera plus en foreground et comment ça marche, etc. Enfin, je suppose que... J'ai une petite expérience perso avec Waze, et ça, c'est un truc que je veux dire, bon, c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde de faire parce que je crois que c'est pas tout à fait légal, mais je vais quand même le dire parce que je suis un fou. J'écoute beaucoup de podcasts et quand je suis en voiture, j'aime bien aussi avoir Waze notamment pour me dire s'il y a des détecteurs de vitesse et des trucs comme ça. Mais il y a certains des podcasts qui sont vidéo, et donc ce que je fais, c'est que je fais un split screen, et donc je mets la vidéo dessus. J'écoute essentiellement, mais de temps en temps ils disent oh regardez comme c'est beau, alors je regarde un petit peu et j'essaye de pas faire d'accident. Et en dessous, j'ai Waze qui prend le reste de la place. Et il faut absolument que, en gros, ça marche pas trop mal, sauf que c'est pas prévu pour être en split screen déjà. Donc du coup, il faut vraiment que Waze soit choisi. Donc il faut taper un coup sur Waze pour qu'il soit que ça soit l'application qui soit en foreground entre guillemets, alors qu'on a l'impression que les deux le sont. Donc quand il est en foreground, ça marche très bien. Quand il est en pause, en split screen, ça marche beaucoup moins bien. Par contre, quand tu éteins ton écran, là, ça marche sans problème. C'est assez bizarre comme truc. Donc ça, c'est mon expérience perso avec l'histoire. Du coup, basé sur cette petite expérience dont je viens vous parler, qui n'est absolument pas légale et que je ne vous recommande pas du tout de faire, je suis un cascadeur professionnel, donc moi j'ai le droit de le faire. Je suis plus ou moins intéressé par le Picture in Picture, qui est un des trucs nouveaux qui vient de Android O, qui va permettre à n'importe quelle app de faire du Picture in Picture, et ça va pas être un truc uniquement réservé à Android TV. Ce qui est bien, je suppose. Maintenant, ceci étant dit, moi je suis utilisateur d'Android TV depuis que le Nexus Player existe. Et maintenant, j'ai un Nvidia Shield TV, la dernière version qui a été annoncée il y a pas si longtemps que ça au CES. Et je dois dire que j'ai jamais vu de Picture in Picture sur Android TV. Donc je connais pas une seule app qui fait ça. Je sais pas si je dois faire un truc particulier pour que ça marche ou quoi, mais je n'ai pas vu une seule app qui fait ça. Donc j'ai été un peu surpris de voir que ça arrivait pour n'importe quelle app. Donc voilà, je sais pas quelles sont tes idées par rapport à ça, ou le premier truc ressentis. Que je vais peut-être respécifier, parce que tu l'as dit rapidement et je pense que c'est important pour les auditeurs qui ne sauraient pas ça. Quand on passe en mode split screen, en fait, bien qu'on ait deux applications à l'écran, il y a une des deux applications qui sera dans l'état pause, donc qui sera passée dans on pause, ouais, et l'autre qui sera dans on resume. Et donc quand on clique sur une des deux, celle sur laquelle on a cliqué va passer en mode resume, ou le sera peut-être déjà, et l'autre sera en pause. C'est ça. Et donc du coup, Google conseille justement, si on fait de la vidéo, ce genre de choses, de ne pas forcément poser la vidéo dans on pause, mais de le poser dans on stop. Puisque à ce moment-là, quand il changera d'écran, il passera réellement dans on-stop et donc ça marchera. Maintenant, pour le picture-in-picture, c'est le même principe. Et je pense, je suis pas sûr que ce soit le même principe, en fait. Ça, je ne pense pas que ce soit exactement pareil. J'ai vu un truc qui disait, voilà, le picture-in-picture, l'application sera en on-pause et donc, du coup, il faudra pas la stopper dans on-pause, quoi. D'accord. Maintenant, il m'a semblé, en voyant les nouvelles fonctionnalités d'Android O, que Google s'est un petit peu fait plaisir, on va dire. J'ai l'impression, en voyant ça, que qu'ils ont rajouté des fonctionnalités qui leur manquaient et pour lesquelles ils ont eu des petits workarounds à gauche à droite. Typiquement, quand je parle de ça, je parle des adaptive icons, par exemple, parce que là, on a tous vu dans le Pixel les nouvelles icônes des applications Play avec comment on appelle ça encore, les plats, les assiettes blanches là qu'on a vu qui sont vraiment hideuses autour des triangles. Et donc il est clair, je pense, en voyant ça, que quand Google avait commencé à dire oui, mais alors du coup on va vous demander de fournir un round icon et puis un icon normal, et puis du coup si Samsung ils font des carrés avec des coins arrondis, ça devient un peu n'importe quoi. J'ai l'impression qu'Adaptive Icon, c'est un peu cette réponse en fait à ça, à dire on s'est rendu compte que l'assiette blanche derrière les icônes, ce n'était pas une bonne idée. Et donc, c'est un peu la réponse à ce niveau-là. C'est un peu pareil pour le Picture in Picture.
Ils sont en train de pas mal pousser YouTube, et justement, voilà, le split screen est un peu déjà une réponse pour pouvoir continuer à regarder les vidéos YouTube pendant qu'on fait autre chose. Je pense que ce picture in picture, c'est aussi un peu une feature qui se rajoute pour justement eux-mêmes se débloquer à différents endroits. Et pas forcément parce qu'ils ont vu que c'était un succès sur Android TV. Et justement, ouais, d'accord, je suis d'accord, parce qu'en fait, j'utilise beaucoup l'application YouTube aussi, et sur téléphone ou sur tablette, et dans YouTube, comme tu viens de le dire, si tu regardes une vidéo puis tu reviens en arrière, la vidéo continue tu peux pas vraiment la bouger, mais elle est dans le coin, là, et tu peux continuer à regarder la vidéo pendant que tu cherches d'autres contenus. Mais ça reste que dans l'application YouTube seule. Ce qui est très bien. Donc là, évidemment, l'idée, c'est un peu style Chathead, si j'ai bien compris. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein. En gros, tu peux laisser ton image n'importe où, même si tu passes d'une app à l'autre. Donc c'est un peu c'est ça, ouais. ce qui est probablement bien. Mais ça, en théorie, c'est quelque chose qui existe sur Android TV depuis un moment. Mais comme je disais, je suis d'accord avec toi, hein, c'est peut-être pas basé sur le succès que ça a eu sur Android TV. Le fait que cette fonctionnalité arrive dans Android O, mais c'est quand même surprenant que je n'ai absolument vu jamais aucune app gérer ce truc-là. Maintenant, ça veut pas dire que je connais toutes les apps non plus, mais je suis juste surpris personnellement de ne pas en voir plus utiliser ce truc-là. Voilà. Donc peut-être que la raison, c'est que tu n'utilises pas beaucoup d'apps TV non plus, et qu'il n'y en ait pas beaucoup non plus. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, je suis d'accord, mais bon, j'utilise, prenons cet exemple-là, j'utilise aussi YouTube sur Android TV. Mais quand tu regardes une vidéo YouTube, est-ce que tu changes d'application souvent ou est-ce que tu restes dans YouTube? Si je veux changer d'application, ça s'en va, quoi. Tu vois plus de vidéos. C'est fini. Donc, donc c'est ça que je suis surpris, parce que moi ça me plairait bien en fait de pouvoir à la limite faire d'autres trucs pendant regarder une vidéo, surtout sur ma télé qui est gigantesque. J'avais cru comprendre que le picture in picture sur Android TV, mais ça me revient comme ça, mais je me trompe peut-être, que c'était pour quand tu regardes la télé réellement. Donc typiquement tu pourrais avoir YouTube et en fait mettre la télé, la vraie télé, quoi. Enfin, je veux dire les chaînes. Et qu'à ce moment-là, l'application resterait en picture in picture au-dessus de ta télé. Je sais pas typiquement, vraiment. Si tu regardes un match de foot et que tu t'emmerdes, du coup tu peux mettre YouTube en même temps, quoi. Ouais, enfin, c'est forcément tu vas t'emmerder si tu regardes un match de foot, non? On est d'accord. Bon, d'accord. et forcément nous sommes là. Nous sommes les bonnes personnes à demander pour ce genre de truc. Ce que je veux dire, c'est, je ne pense pas qu'il y ait moyen dans Android TV, pour autant que je sache en tout cas, de lui donner le feed de la télé, donc le câble coaxial ou je sais pas quoi. En tout cas, moi je n'ai pas vu ça du tout. T'as plein d'apps. Peut-être pas avec les set-top box, mais peut-être avec les télés qui ont elles-mêmes. Ça c'était Google TV. Ok, pas la Nvidia, donc du coup. Soit, je ne sais pas, c'est possible, je ne sais pas du tout. En tout cas, moi j'en ai jamais vu, donc je suis je suis un petit peu je suis content de l'avoir sur téléphone ou sur tablette, ça va être chouette. En tout cas, moi personnellement, j'ai déjà un cas d'utilisation, ce qui est cool. Maintenant, je ne sais pas si ça va vraiment faire une énorme vague. Par contre, l'autre truc qui moi me plaît énormément, c'est le Autofill Framework. Et pourquoi? Parce que j'utilise énormément j'utilise très 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 beaucoup fort mon app de password de mot de passe préféré. Dans mon cas, c'est Dashlane, mais il y en a d'autres, hein, LastPass et OnePassword, qui eux vont vraiment pouvoir être intégrés de manière beaucoup plus native et vraiment supportés comme il faut dans les apps. Et ça, c'est vraiment excellent, parce que je trouve que ils ont tous dû trouver une solution un peu ad hoc pour que ça marche relativement correctement, mais bon, c'est loin d'être parfait. Et je trouve qu'ils ont tous fait du bon travail jusque maintenant, mais là, ça va vraiment permettre de faire quelque chose de top. Et OnePassword a déjà mis en place, a déjà fait une démonstration sur Twitter, si je me trompe, de leur, en gros, une démo de leur truc avec le nouveau Autofill Framework. Donc c'est cool. Moi, je dis c'est cool. Je me réjouis de voir ça. Vraiment. Ouais, je t'avoue que ça c'était la fonctionnalité qui m'intéressait, parce que comme toi j'utilise un gestionnaire de password, moi j'utilise LastPass. Voilà. Je sais pas ce que les autres ont fait, mais LastPass effectivement le fait très très bien, parce que déjà il détecte quand on clique sur un champ password pour te montrer tes mots de passe. Il gère le login par fingerprint, etc. Donc ça c'est très bien foutu. Et quand il te le montre pas, en fait t'as une petite notification qui est tout le temps là, mais cachée de la barre de notification, pour que tu puisses cliquer dessus, que là il te force à te montrer les mots de passe et pré-remplir pour toi. Donc ça marchait déjà relativement pas mal, mais là effectivement s'ils peuvent l'intégrer correctement à Android, c'est une fonctionnalité que j'attends avec impatience. Ouais, pareil.
Un autre truc, bon, j'avoue que les background limits, etc., ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je suis content et tout ce que tu veux. On verra bien ce que ça donne. Là, j'attends de voir un peu plus de maturité à ce niveau-là. Pour moi, c'est un vrai problème. Je pense qu'Android, dans sa flexibilité, c'est très très bien, parce que le nombre de fois où justement le client nous disait ah, on voudrait ceci, on voudrait cela, et je parle pas vraiment du client actuel, hein, je parle de client en règle générale. Hein. Disait ah, je voudrais bien ceci, et sur iOS, ah non, on peut pas parce qu'en fait l'application est killée 3 secondes après être mis en background, des genres de choses, ou je sais plus combien de secondes, peu importe. Et nous, en Android, bah, on avait cette liberté d'être un peu plus flexible par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui nous sert à nous en tant que développeurs relativement fortement, mais qui dessert l'utilisateur final. Et puisque forcément, bah, si tout le monde s'occupe à faire des trucs en background, bah, l'interface va être plus lente, les batteries vont tenir moins longtemps, enfin, etc., etc. Le téléphone va chauffer. Enfin, ici, je pense pour l'utilisateur final, commencer à limiter un maximum ces trucs-là, c'est très bien. Et surtout, ça va forcer les gens à utiliser le job scheduler, qui marche très bien. Et du coup, justement, Android va être plus intelligent et va forcer. Et je pense que ils ont très bien amené ça, dans le sens où le job scheduler, il a été amené en Android 5, je pense, c'est Lollipop qui l'avait amené. Ils ont le GCM job scheduler, je crois, GCM quelque chose, j'ai oublié, donc qui est la version Play Service qui permet en fait de faire ça près Lollipop. Et du coup, depuis, ils n'ont cessé de forcer les gens à aller vers ça. Donc pareil, Nougat déjà forçait à les changements de connexion et les nouvelles images, etc., à passer par le job scheduler. Et donc le plus on pousse vers le job scheduler, le mieux c'est, je pense, parce que ça va permettre de rendre l'interface encore plus rapide et la batterie est encore plus performante. Donc pour moi c'est une bonne chose. J'ai juste un peu peur de la transition, parce qu'effectivement, bien qu'il l'ait annoncé, tout le monde a pris ça un petit peu par-dessus la jambe, et ça risque de faire mal. Ouais, non, c'est pas faux. Mais en fait, moi, le problème que j'ai là tout de suite, c'est, je ne sais pas si, en tout cas, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez d'informations sur ce truc-là. Donc, faut peut-être que je mette mes mains dedans pour vraiment bien comprendre l'étendue de ce truc, parce que j'avoue que c'est pas le truc qui me passionne le plus d'Android, bien que ça devrait être quelque chose que je prenne plus au sérieux. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais pour le moment, c'est vraiment pas le sujet principal qui m'intéresse. Voilà. Donc, je regarderai ça quand ce sera un peu plus solide. Je pense pas m'avancer, mais il va souvent y avoir plus d'un talk là-dessus à la Google I.O. Et ce sera très probablement des trucs très intéressants à prendre en compte, parce que même si le rollout des applications, enfin des versions Android est relativement lent, je pense que c'est quelque chose qui, dans 2-3 ans, va nous retomber dessus, et si on ne prépare pas déjà maintenant de bien sortir toutes nos tâches en background, etc., vers des job schedulers et vers ce genre de choses, ça va nous retomber dessus, quoi. Donc, c'est probablement quelque chose qu'il faut regarder dès maintenant. Je suis d'accord. Il faut pas prendre ça trop à la légère. Entièrement d'accord. Je pense, voilà, tout à fait. Un autre truc qui était intéressant, encore une fois, je suis pas entièrement sûr de savoir ce que je vais faire avec, mais je trouvais ça intéressant, c'est le Wi-Fi Awareness API. Donc, en gros, pour ceux qui utilisent des Macs, c'est un peu le AirDrop, voilà. Donc le principe de AirDrop, pour ceux qui connaissent pas, c'est tu peux simplement dire à ton ordi, dis au monde que je suis là. Donc si ça intéresse quelqu'un, je suis là. Et l'autre qui dit, s'il a envie de te filer un fichier, il va juste te trouver dans l'espèce de zone AirDrop là, et il va te lâcher le fichier dedans, et ça fait une espèce de connexion entre ces deux machines sans vraiment avoir à créer une connexion forte entre ces deux trucs là, quoi. C'est pratique. Maintenant, j'ai du mal à voir. Sans doute qu'on va pouvoir faire un truc similaire avec Android, pourquoi pas. Pour le reste, je sais pas. En fait, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être qu'encore une fois, il faudrait qu'il y ait des gens avec un peu plus de créativité que moi pour me dire, voilà ce que tu peux faire avec. Et puis là, je vais me dire, ah ouais, exactement. Et puis pouf. Mais là, tout de suite, j'ai pas d'idée. Voilà. Mais Wi-Fi Aware, en plus, il me semble que le matériel doit être compatible. Donc du coup, c'est aussi déjà un frein. Et puis moi, j'ai pas vu l'intérêt tout de suite par rapport justement à des trucs comme Nearby, puisque en fait les Nearby API déjà permet, pour peu qu'on ait une connexion internet, ça c'est le petit bémol, mais pour peu qu'on ait une connexion internet, de créer une connexion Bluetooth entre deux devices relativement facilement, et pareil avec un auto-discoverable. Donc enfin, j'ai pas tout de suite vu l'intérêt.
Ça m'a fait très fort penser à Miracast, qui était en fait l'ancêtre du casting un peu Chromecast, où en fait on peut se connecter directement en Wi-Fi justement à un écran et caster dessus. Mais je suis pas certain de voir l'intérêt tout de suite. Bah, disons que ce truc-là, en fait, il va permettre de... il a pas besoin d'être connecté sur Internet, en somme. Ça, c'est pas mal. Chose que, voilà, Miracast, etc., bah, eux, en gros, ils vont passer par Internet, puis après, ils vont se connecter, je sais pas comment, mais c'est en gros, c'est ça, Nearby, pas... C'est peut-être une extension de Nearby, quelque part. On pourrait voir ça comme ça, je suppose. Mais en tout cas, ici, vraiment, apparemment, le Neighbor Awareness Networking, NAN, c'est vraiment une spec qui existe, c'est apparemment une espèce de standard. Et donc ils utilisent ce truc-là pour dire bah voilà, si t'as deux devices qui utilisent ce truc-là, bah ils peuvent se connecter entre eux et ils ont pas besoin d'être connectés sur un réseau commun ou des trucs comme ça quoi. Donc ouais, ça peut être intéressant, on verra bien ce que les gens font avec. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Ouais, non, moi le truc qui m'a plus intéressé, même si c'est pas pour un futur proche, mais je pense que c'est important qu'ils le mettent maintenant quand même, c'est les fonts. Donc maintenant on pourra définir des fonts en XML dans des fichiers ressources et on ne devra plus passer par des hacks comme calligraphie et ce genre de choses. Ouais. Même si ça marche très bien, ça reste des hacks. Et donc ici je suis relativement content que voilà Google ait décidé de s'y attaquer. Alors oui, on pourra pas l'utiliser tout de suite, mais ça va venir quoi. Alors tant qu'on est dans ce genre de truc, alors le tout premier que moi j'ai envie de dire quand même, purée, il était temps, c'est Find View by ID, il est enfin générique. Ouais, ça j'avoue. Alors je me demande s'ils vont faire un peu la même chose que ce qu'ils avaient fait pour les qu'est-ce que c'était les trucs lambda, etc. C'est-à-dire que ça pourrait être rétro-compatible directement out of the box, mais j'en suis pas entièrement sûr. Ils avaient fait des trucs comme ça, pour autant que tu mettes ton target API à 26 ou je sais plus combien, 26, ouais, enfin, je veux dire ça, en gros le bytecode va être correct quoi. Donc théoriquement, ça devrait fonctionner sur n'importe quel système. C'est pas comme s'ils utilisaient des API particulières, c'est bêtement du Java. Donc je pense que ça pourrait fonctionner de manière rétrocompatible, j'ai bien l'impression. Je me demande si, et il y a un autre truc, et ça c'est comment est-ce qu'on dit ça, l'ami du podcast, Cyril Mottier, qui a fait la remarque sur Twitter que maintenant ils ont un système de horizontal et vertical padding et margin. C'est-à-dire que avant, si on voulait avoir la même marge à gauche et à droite, bah il fallait faire margin left autant et puis margin right autant. Et maintenant on peut faire juste horizontal margin de autant et ça va prendre le autant à gauche et à droite. Voilà. Pareil pour au-dessus et en dessous évidemment et pareil pour le padding. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et ça, je sais pas du tout si par contre ça va être rétrocompatible ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu similaire au coup du bytecode quelque part, mais peut-être que je me gourre complètement, je sais pas. Encore une fois, je sais pas, j'espère que AppCompat va le porter en effet, parce que c'est pas, je pense pas que ce soit très très dur. Et au final, TextView Compat peut sûrement le porter. Donc sans doute. Et en fait, c'était un peu ça, je crois, mon premier sentiment quand j'ai vu tous ces trucs-là. Il y a pas mal de changements dans les API connus, enfin des améliorations dans les API connus, et je me suis dit mince, ça veut dire que en gros tous ces trucs-là, on va pas pouvoir les utiliser tout de suite parce que tant qu'on n'est pas en WinSDK 26, ben c'est mort quoi. Et ça c'est triste. Enfin c'est triste, c'est pas triste, non, c'est bien pour le futur, mais c'est chiant parce qu'on peut pas l'intégrer tout de suite et donc ça va prendre un temps certain, voire même un certain temps, avant de pouvoir se dire ok, je vais enfin pouvoir bénéficier de ces trucs qui sont, c'est des petits trucs, hein, le Find View by ID générique, nous on l'a, enfin moi je fais ça depuis super longtemps. C'est très 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 facile à faire. Il suffit de faire une classe de base et puis c'est parti quoi. Donc c'est vraiment pas compliqué. Mais bon, voilà. Pour le moment, il faut que je fasse ma classe de base. Bientôt, il y aura plus besoin de le faire, mais en attendant, il faut encore que je fasse ma classe de base. C'est pas très très grave. Il y a des trucs, voilà, comme par exemple le fonts dans les ressources, les polices de caractères dans les ressources. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour plein de raisons. Et ça, c'est le genre de truc qu'ils auraient dû faire dès le début. Il y avait certainement des problèmes avec. C'était certainement pas aussi trivial qu'il y paraît à l'époque pour le faire. Mais bon, je suis content qu'il l'ait fait, mais ça aurait été bien que ça vienne plus avant. Et qui sait, peut-être qu'ils vont trouver un système pour le faire de manière rétrocompatible. On verra. Et comme nous disait
Romain Guy pendant l'épisode où il était là. Ami du show, s'il te plaît. Ami du show. Ami du podcast. Ami du podcast Romain Guy. Voilà. Disait justement, voilà, que, en fait, les polices, c'est pas si simple, parce qu'effectivement, il y a des langues, je pense, notamment, je crois que c'était l'arabe, je ne suis plus certain, où parfois certains caractères changeaient 2 caractères en arrière, quoi. Donc je pense que ça c'est un des gros problèmes des occidentaux, donc de nous et des Américains encore plus, de penser justement une font c'est facile à mettre en place, mais en fait je pense qu'il y a des langues, notamment les langues asiatiques et tout comme ça, où les fonts sont peut-être beaucoup plus complexes, et je pense que du coup le problème de pouvoir gérer ça correctement au niveau de l'OS est sûrement beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut s'imaginer. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, voilà mon raisonnement dans ma tête, et maintenant je suis plus que ravi d'entendre les retours de n'importe qui à ce sujet. Mon raisonnement dans la tête, c'est vrai que ce qu'il expliquait, c'est que c'est très compliqué à gérer au niveau de la représentation visuelle. Donc le fait de dessiner les polices de caractères, etc. Donc en gros, c'est une des raisons pour laquelle la TextView, la classe TextView est aussi gigantesque. C'est parce qu'il y a toute cette gestion de font pour plein de raisons diverses et variées. Mais du coup, dans ma tête, je me dis, oui, d'accord, ça c'est la gestion du fait, donc t'as déjà loadé la font, t'as déjà fait en sorte que la font soit dans le système, soit dans le contexte, prête à être utilisée par la TextView. Maintenant, ici, on parle juste du fait de fournir cette police de caractères de manière différente d'avant. Donc pour moi, tout le travail complexe est déjà fait, tu vois. Donc le travail de rendre la font sur l'écran, c'est déjà fait. Donc le fait d'apporter la font vers le contexte, ça me paraît moins compliqué, parce qu'en fait ça c'est bêtement un fichier, quoi. Un fichier qui suit un certain pattern, certes, mais ça reste un truc en théorie standard. Maintenant, voilà, peut-être que je me gourre complètement, et quoi qu'il en soit, je dis juste, voilà, c'est le genre de truc, je sais que je me suis pété les dents plus d'une fois avec des fonts, avec des polices de caractères, parce qu'il fallait les charger d'une certaine manière, parce qu'il fallait les charger partout, et il fallait, voilà, je sais que voilà, calligraphie par exemple, moi je ne connais pas du tout, j'ai jamais utilisé, mais moi jusque maintenant, ce qu'on faisait souvent, c'était encore une fois des classes de base TextView, qui allait gérer le chargement des polices de caractères de manière automatique entre guillemets, mais dans le code, et il fallait que chaque fois qu'on utilise une TextView, il fallait utiliser celle-là ou bien une sous-classe de celle-là, etc. Juste pour gérer les fonts. C'est des overheads que je serais ravi de pouvoir faire disparaître. Voilà. Je pense que tu marques un point intéressant, et en plus c'est vrai, bon, calligraphie y arrive, donc je suppose que c'était pas si compliqué que ça. Ce serait une question à poser à l'ami du podcast Romain Guy quand on le reverra. Absolument. Dans les autres trucs, il y avait aussi le color management. Ça, je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les gens qui font vraiment du traitement photo. Ça, je te crois sur parole, je n'y connais rien du tout. Donc, en tout cas, je sais que l'iPad a été considéré comme assez longtemps, justement, comme étant relativement compétent pour travailler pour les gens qui sont un peu dans le design, etc. Et ici, voilà, color management va permettre de gérer des profils couleurs tels que le Adobe RGB, le Profoto RGB et le DCI P3. Alors, je ne connais pas, mais je suis sûr que les gens que ça intéresse se connaissent. Ils ont aussi fait des améliorations qui moi me rendent assez contente au niveau du son, notamment dans les codecs de sortie audio Bluetooth, où maintenant on va avoir plein d'autres codecs différents, notamment du LDAC et d'autres trucs. Je connais pas tous les détails, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie systématiquement. Je sais juste que ça va être mieux que ce qu'on avait maintenant. Donc voilà. Et vu que j'écoute énormément de trucs dans mes oreilles avec des trucs Bluetooth, je trouve ça plutôt sympatoche. Voilà. Un autre truc qui me botte, pour l'avoir fait au moins 84 fois, Auto-sizing TextView, ladies and gentlemen. C'est con, hein. C'est vraiment con, mais moi ça me fait plaisir. C'est des trucs, c'est des problèmes que j'ai essayé de régler je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois d'une manière différente, parce qu'à chaque fois je me dis, ouais mais non, ce vieux code là, c'est tout pourri, je vais essayer de mieux le faire, pour finalement faire plus ou moins la même chose à chaque fois. Là je suis content que quelqu'un de plus malin l'ait fait à ma place. Voilà. Et ça, théoriquement, ça devrait être quelque chose de retrouvable assez facilement dans l'app Compat.
Ouais, tout à fait. Du moins, je l'espère très fort, mais connaissant nos amis Chris Baines, qui sont pas encore nos amis parce qu'ils parlent pas français, mais ils sont nos amis, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Connaissant Chris Baines et la clique, je pense que c'est le genre de truc qu'on va retrouver assez rapidement dans la Compat. Voilà. Et vu comment on les connaît que de vue, ça te dit beaucoup. Eux, ils nous connaissent de rien du tout. Mais ils sont quand même nos amis. Si, j'ai embêté Chris Baines plusieurs fois déjà. Oui, j'ai une photo qui littéralement le prouve, embêté. Voilà, c'est ça. Non, donc un autre truc dans les trucs un peu cons, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est l'animator set a été amélioré pour pouvoir bouger dedans. Donc aller, seek en anglais, et surtout le jouer à l'envers. Ah ouais. Donc pour ceux qui l'auraient vu, la qualité est un peu pourrie, mais sur YouTube il y a un talk que j'ai donné à la DevFest Belgique cette année-ci, l'année passée, sur les vecteurs de Rebel. Et les vecteurs de Rebel, c'est vraiment quelque chose de génial. Le tool de Roman Nurik est excellent, et une fois qu'on le comprend, permet de faire énormément. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire des animations qui se répétaient. Donc typiquement des loadings et des genres de choses. Et malheureusement, ces animations étaient en plusieurs parties. Donc typiquement c'est l'animation de loading de Frontpak. Si jamais vous installez Frontpak, vous le verrez. C'est deux petits triangles en fait qui tournent. Et pendant qu'ils tournent, ils tournent aussi sur eux-mêmes et ils changent de couleur. Et c'est une animation qui se répète. Et le problème de ça, c'est que comme cette animation est en plusieurs parties, j'ai dû mettre des offsets. Donc dire voilà, d'abord la première chose, c'est tu translates vers la gauche. Et du coup ça prend je sais plus 200 millisecondes. Ensuite tu tournes sur toi-même pendant que tu descends, ça prend 300 millisecondes. Il y a un délai du coup un offset de 200 millisecondes et ça dure 300 millisecondes. Et puis ensuite tu translates à nouveau pour te remettre en position et ça il y a un offset de autant. Et le problème c'est que du coup ça c'était mon animation on va dire complète et je vais la répéter. Mais mes deux triangles dans cet état-là, en fait c'est le triangle du dessus qui est en dessous et le triangle du dessous qui est d'au-dessus. Donc si je relance l'animation, en fait, du coup, ils font plus de translate, de translate de gauche à droite, ils ne font plus rien d'autre, et ça ressemble à rien. Donc, et j'espérais pouvoir voir dans Animator Set un truc où je peux juste dire, loop, recommence, repeat count, et en fait, ça n'existe pas. Donc, pour ceux que ça intéresse. Maintenant. Mais en fait, même pas, parce que je vois, en fait, ici, donc là, l'avantage, c'est que maintenant, il y a quand même quelque chose, il y a le playing in reverse, donc, à la limite, on peut encore arriver à jouer, donc à faire l'animation complète et puis la faire jouer dans l'autre sens, et ça donnera sûrement la même chose, et du coup, je pourrais éviter mon problème. Mais si tu termines ton animation là où tu la commences. Mais en fait, ça donne l'impression qu'elle se termine là où elle a commencé, mais pas tout à fait. Ah. Il faut peut-être le voir pour comprendre, en fait. Donc, en fait, le triangle du dessus finit en dessous, et celui en dessous finit au-dessus. Et donc, le petit trick à savoir pour ça, c'est qu'il faut faire à ce moment-là des animations qui durent 0 millisecondes, et qui vont venir placer resetter les éléments aux bons endroits. Et alors pour arriver à les louper, en fait, il faut avoir un handler, et ce handler va durer le temps de l'animation. Donc on fait un post empty message ou peu importe sur un handler. Donc un send empty message sur le handler, qui va durer le temps de l'animation, et puis qui va juste refaire un start sur l'animation à chaque fois. Et donc du coup, on a dû créer notre propre image view qui s'occupe d'avoir un handler à qui on passe le temps de l'animation plus l'animation en question. Et qu'à chaque fois, du coup, il va la rejouer, il va refaire un stop start, pour que ça donne l'impression que ça boucle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remonté. Les gars d'App Compat et d'Android sont au courant. Visiblement ici, ils ont estimé que Playing Reverse était suffisant, et c'est déjà un bon pas en avant. Mais voilà. Donc si vous avez des animateurs, je dirais c'est plutôt un pas en arrière. Plusieurs pas en arrière. Ouais, plusieurs pas. C'est autant de pas en avant qu'en arrière, en fait. Voilà, c'est ça. Là, on est d'accord. Mais pour recommencer. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc du coup, pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est peut-être un petit peu technique, mais comme ça vous le savez. Et je vous conseille de regarder le tool de Roman Nurik, on mettra aussi un lien dans les show notes si vous ne connaissez pas. Peut-être regarder ma présentation si la qualité ne vous embête pas trop. Elle est pas longue, je pense que c'est 20-30 minutes et c'est principalement de la démo. Et je pense que ça donne un bon overview de ce qu'il faut savoir pour commencer, quoi. Et au final, vu que c'est visuel, une fois qu'on a compris les principes de base, on fait vite quelque chose d'assez joli ou d'assez sympathique. C'est sur YouTube, voilà. c'est gratuit.
une qualité Voilà. de merde. On mettra mais aussi le lien dans les show notes. Voilà. Un autre truc, c'est du built-in caching. Ouais. Ça doit être cool, je suppose. Enfin, c'est bien de pas devoir gérer notre propre cache. J'avoue, j'ai pas lu tout en détail pour le built-in caching, donc je sais pas exactement l'étendue de ce truc. Mais bon, s'ils ont bien fait ça et que c'est bien, en effet, c'est aussi polyvalent que j'espère, ça est. Dans ce cas, ouais, c'est cool. Le fait d'avoir un système de caching interne, moi, je trouve que c'est pas mal. Ce qui est pas mal, je pense, dans cette API-là, c'est que ça permet visiblement de mieux gérer les dossiers cache et pouvoir dire, par exemple, ce qui arrive encore bien, c'est quand on a le cache, on va du coup créer plusieurs petits fichiers qui sont peut-être tous liés ensemble, et c'est possible qu'Android va décider d'en supprimer certains de ceux-là. Et du coup, en fait, on se retrouve dans des états qui sont un petit peu incohérents. Et là, je vois qu'il y a un truc qui s'appelle set cache behavior atomique et qui permet justement de faire dire, des explosions. Tout à fait. Ah, oulala. Des explosions de fichiers et dire bah voilà tout le c'est Samsung qui va être content, dis donc. Ah. Pardon. Ça va, j'arrête avec une blague à la con. Tu peux continuer à parler. Sûr? Oui. Parce que si j'arrête. Dernier mot? Non, c'est tout. Vas-y. Et donc dire que tout le contenu du dossier sera supprimé en même temps comme une unité en fait. Et je pense que ça peut être pas mal. J'en vois un autre, behavior tombstone. Et ça sert. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. T'es sûr? Je refuse de faire une blague sur Walking Dead. Non, vraiment? Ok, donc je vois pas trop quoi ça sert. Okay. Can be used to indicate that instead of deleting files inside the directory, they should be truncated to 0 bytes in length, leaving the empty file intact. Voilà, donc en gros, t'as un mort-vivant. T'as le corps du fichier, mais il est vide à l'intérieur. Voilà, mais quel est l'intérêt? Je suis sûr si quelqu'un voit l'intérêt. Je suis sûr qu'ils avaient une bonne raison pour le faire. Ah ouais, je suis sûr et certain. Sans aucun doute. Un autre truc, alors là, ça va révolutionner la vie de tout le monde, du Java 8 qui revient. Alors, j'avoue que, enfin, bon, comment dire, moi je me rappelle que ça a déjà été annoncé cette histoire, que c'était déjà en place, je pense, pour Marshmallow, non? C'est Nougat. C'était Nougat. Okay. Ouais, mais c'était pas les, parce que ici en fait c'est pas tout à fait Java 8, hein. Ici ce qu'il rajoute, il rajoute des fonctionnalités d'OpenJDK. C'est ça. 8. C'est ça. Et donc c'est donc techniquement OpenJDK, ouais, pour ceux qui savent, c'est bien. Pour ceux qui savent pas, OpenJDK c'est quand même la comment dire, c'est la partie ouverte, donc vraiment open source et gratuite entre guillemets de l'implémentation de Java. C'est-à-dire que Java tel qu'on le connaît de Oracle, il passe d'abord par là. Donc ça c'est quand même intéressant de savoir ce genre de choses. Je pense que ça montre aussi, parce que c'est la première fois, pour autant que je sache, c'est la première fois qu'officiellement ils montrent qu'ils vont utiliser OpenJDK pour ce genre de choses. Ça fait super longtemps, on sait bien qu'ils ont eu des problèmes des problèmes légaux avec, je parle pas de Lego les jouets, hein. Je parle de l'égalité, bien entendu, de la loi, tout ça. Oui, je sais. Moi, ça me fait beaucoup rire dans ma tête. On est plein dans ma tête à rigoler à cette blague. Quoi qu'il en soit, ils ont eu beaucoup de problèmes de justice vis-à-vis de l'utilisation de Java, machin, etc. entre Oracle et Google. Enfin, ça a été toute une histoire. Et donc depuis, on a tous un peu sous-entendu qu'ils allaient passer. Enfin, on a tous beaucoup d'entre nous Android enthousiastes ont sous-entendu que ils allaient passer sur OpenJDK ou autre. Hein, il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet. Je crois qu'il y a même un moment quelqu'un qui a dit bah ouais, Android va être fait en Swift. Ça m'a bien fait rire sur le moment d'ailleurs. Moi je peux dire que je rigolerais pas. Non, bah je savais bien que c'était juste, enfin c'était pas réalisable quoi. Mais enfin qui sait. Je ne vais rien dire parce que il y a des choses qui me surprennent encore de temps en temps. Mais en tout cas voilà, ici on a en gros ce dont il parle, c'est essentiellement c'est les API de temps, donc c'est la Java.time et il y en avait un autre. NeoFile et Javalang Invoke. Voilà, c'est ça. Donc ça va pas changer grand-chose. Bah, JavaTime c'est sympa parce que JodaTime c'est sympa mais c'est pas optimisé. Ça ils le savent bien. En gros ça le principe d'utiliser JodaTime c'est que ça charge énormément de trucs au démarrage de l'app.
Donc j'espère que ce truc-là, il va être optimisé parce que théoriquement ça va faire partie du système, donc ça doit être un truc intégré au système, donc il n'y a pas besoin de le charger. Mais voilà, c'est... Pour Jodatime, en fait, il y a le port de Dan Lou, oui, qui est Jodatime Android. C'est celui-là, qui c'est déjà, bien de celui-là que je parle, de celui-là, et en fait charge énormément mais de trucs qui au démarrage. déjà améliore un petit peu le truc. Ouais. Alors après, il y a aussi 310 de Jake Wharton, qui lui en fait était l'implémentation de la spec que JavaTime gère. C'est ça. Donc du coup, bon, je suis pas plus emballé que ça, mais bon. Encore une fois, en fait, pour moi, ce que je vois, le seul intérêt que je vois dans ce cas, c'est simplement que c'est des dépendances en moins, simplement. C'est essentiellement ça. Et moi, j'aime bien. On en parlait hors antenne, ça fait ça dire ça hors antenne. On en parlait avant de dire qu'effectivement, il faut bien, enfin, il fallait bien qu'il l'amène un jour pour que nous-mêmes nous l'ayons un jour. Donc ça va pas révolutionner notre vie, mais sur le long terme, ce sera quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Après il y a NeoFile, il y a OK.io. Donc on verra. Ouais. Moi j'attends beaucoup plus effectivement de pouvoir utiliser les streams, etc. Et pour ça, je pense que donc ils ont annoncé que Jack était mort. Ah oui, j'ai une petite petite blague là-dessus. Je tiens à le dire, j'ai un de mes collègues qui a fait ça et j'ai trouvé ça très drôle, qui a dit voilà, maintenant on a un point commun avec iOS parce que nous aussi on a perdu un Jack. Voilà. Petite dédicace à mon homonyme. Il y avait aussi des gens qui avaient posté le gif de Titanic avec DiCaprio qui est complètement gelé et Rose qui lui dit un truc du genre Jack, t'es toujours là, enfin un truc comme ça. Oui. Donc c'était assez drôle. Mais donc Jack est mort. C'est ça. Et Jack était celui qui nous amenait en fait les fonctionnalités lambda, etc. Rétrocompatibles. Et ils ont annoncé qu'effectivement Jack n'était pas viable pour plusieurs raisons. La première étant que la communauté Java est quand même très active et a déjà beaucoup de trucs, donc l'annotation processing et ce genre de choses. Donc ça sert à rien d'amener Jack et de casser avec tout ça, ou alors de créer des trucs qui allaient juste réimplémenter ce que Java fait déjà, enfin Java C fait déjà. Donc du coup, ils ont dit qu'ils allaient quand même amener Java 8, enfin les fonctionnalités Java 8 rétrocompatibles et que ça allait venir. Et entre-temps, il y a Jake Wharton qui a posté un tweet à propos du fait que Bazel avait un truc qui s'appelle Desugarize Android, quelque chose comme ça. Et donc, typiquement, on peut imaginer qu'à terme, Google va sûrement pousser vers Bazel, plutôt que Gradle, et que Bazel va, en fait, faire de l'annotation processing un peu à la sauce rétro lambda, de manière out of the box, on va dire, et porter certaines fonctionnalités Java 8, avant Nougat, quoi. Ça, c'est bon, après, ça, c'est des spéculations, hein, ouais, donc, je préfère on laisse le sujet de côté jusqu'à ce que ce soit officiel et que ce soit clair. Enfin, moi, c'est ma préférence perso parce que sinon on peut partir dans tous les sens. Et voilà, moi c'est bon, voilà, moi personnellement, mon argent est là-dessus, quoi. Personnellement, ça me ferait déjà, ça m'embêterait relativement fort de devoir me remettre encore à tout changer les scripts de build une fois de plus pour que ça fonctionne avec Bazel. Voilà, donc on verra bien ce qu'ils vont faire. Il y a un truc qui s'appelle, je crois que c'est OKBuck. Et OKBuck, c'est un truc qui permet en fait de porter la syntaxe Gradle ou un truc comme ça vers Buck et qui marche avec Bazel. Donc a priori, on serait peut-être pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit intégré dans Android Studio. Et moi, j'aime bien Gradle. Et quand j'ai vu la syntaxe de Bazel, parce que j'ai un peu chipoté avec TensorFlow sur le côté pour regarder, et que c'était Bazel, je comprenais que dalle. Donc, comme la syntaxe Gradle, je l'aime bien, si on peut la garder, ça marche. J'aime bien Gradle, je suis content. J'adore en fait énormément le fait qu'on puisse utiliser Gradle exactement de la même manière en ligne de commande que dans Android Studio. Et le fait que Android Studio utilise Gradle comme build, comme système de build, c'est énorme. Donc si on me fournit la même flexibilité avec Bazel, ok, soit. Mais j'ai pas envie de perdre cette fonctionnalité, cette flexibilité là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avec Maven avant, mais Maven n'a jamais été officiellement supporté par Android, donc
c'est quelque chose que je peux comprendre. Enfin, quoi qu'il en soit, on verra bien ce qui va se passer. J'ai pas trop envie qu'on démarre dans des suppositions et dans des lançages de rumeurs, etc., etc. On verra bien ce que eux annoncent. Tout ce qui est officiel, c'est que en effet, Jack est mort. Voilà. Paix à son âme, j'ai envie de dire. C'est un peu de l'avortement, ça, non? Quelque part. Parce qu'il est pas vraiment né. Ouais, j'avoue, il est mort né, ouais, ça va. Alors, moi j'ai envie de faire 2-3 petites mentions supplémentaires, des petites mentions bonus. Alors, les pinned apps, donc les trucs qu'on peut avoir sur si on utilise le Android Launcher, donc le Google Now Launcher ou bien le Pixel Launcher, je suppose. Quand on long press sur une app qui a implémenté le truc, on peut voir des quick actions, je vais dire, qui s'affichent. Maintenant on peut les pinner directement comme des widgets entre guillemets sur le home screen. Et puis c'est mignon, voilà, j'ai envie de dire que c'est mignon. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Non, okay. Je t'avoue que c'est quelque chose que j'utilise vraiment. Je comprends. Moi, je peux dire que ce truc-là fonctionne pas du tout sur le launcher de OnePlus. Donc voilà, d'OxygenOS. Tu peux utiliser Action Launcher et il me semble que Nova Launcher la fois. Le Google Now Launcher aussi. Il y a pas de, enfin, faut pas aller très loin, mais je dis juste que le OxygenOS Launcher, non. Ok, c'est juste que Action Launcher, il le fait aussi pour les versions antérieures à Nougat. Ouais. Ça marche à coup sûr pour Lollipop et Marshmallow. Par contre, il me semble que si on utilise un vector drawable comme image, il n'arrive pas à le porter c'est possible. En dessous de Lollipop. Je sais pas. Un autre truc, ils ont fait des nouvelles améliorations de DPI pour les WebView. Moi personnellement, j'ai un seul rêve. I had a dream. C'est qu'il n'y ait plus jamais de WebView. Mais apparemment, c'est pas pour demain. Par contre, une mention bonus supplémentaire pour un support multi-display. Donc en gros, on va pouvoir transformer son téléphone en ordinateur. On va pouvoir connecter un écran dessus et on va pouvoir faire toute une série de choses en multi-écran. C'est intéressant. Je sais, dans les rumeurs qui courent sur le S8, il y a déjà des rumeurs d'une espèce de dock qui va permettre au S8, donc Galaxy S8 de Samsung, qui va permettre à ce téléphone de se connecter sur, en gros de devenir un peu votre ordinateur ultra portable. Donc on va le connecter sur un clavier et une souris et un écran et pouf, ça fait des chocs à pic. Pardon, et paf, ça fait des chocs à pic. Autant pour moi. C'est classique, s'il te plaît. Et donc voilà, multi-display support, ça va être une API intégrée. Vous allez pouvoir, il y a toute une série de changements dans les outils notamment. Donc on va pouvoir utiliser ADB et envoyer des trucs sur un écran ou l'autre. On va pouvoir définir l'ID d'un device sur des activities, l'ID d'un display sur les activities, etc. Donc il y a des changements qui sont faits à ce niveau-là. Je suis encore une fois très curieux de voir ce que les gens vont faire avec. Moi personnellement, j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire moi tout de suite là avec ça. Voilà. Mais je suis très aussi ouvert pour savoir. Ouais, moi je trouve que c'est une super idée. J'avais déjà commencé à regarder un petit peu à ça et ça me paraissait compliqué. Donc c'est sympa qu'ils font ça et je pense que ça pourrait permettre aussi notamment de créer des trucs peut-être parfois un peu plus pro. Donc si dans les magasins ou quoi, d'avoir une tablette qui gère quelque chose et afficher quelque chose au client. Donc peut-être commencer à rendre certains ordinateurs dans ce genre de setup totalement inutile et de passer avec des tablettes, donc beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Donc moi je pense que c'est une bonne idée. Et tant qu'on est dans les mentions spéciales, un autre truc qui me fait un peu rire, ils ont lancé le content provider paging. Ça me fait un peu rire parce que les content providers, je comprends l'intérêt, mais j'avoue que plus je peux m'en passer, mieux je me porte. Je suis entièrement d'accord. Aussi, un truc dans les Media Recorder a été amélioré, donc Media Player, Media Matrix et Media Recorder. Donc Media Recorder, on va pouvoir enregistrer en MPEG-2 TS. Je crois que c'est le format des DVD, mais je suis pas sûr. À vérifier. Mais en tout cas, donc ça c'est pas mal. Et le Media Mixer pourra avoir n'aura plus de limite, on pourra avoir plusieurs audios et ou plusieurs vidéos. Donc ça c'est pas mal. Éventuellement pouvoir du coup enregistrer des trucs un peu plus complets avec le Media Recorder pour ceux qui ont supporté avec. Et alors du coup je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, mais il reste quand même quelque chose d'important à dire. Moi je pensais aux channels dans les notifications. Mais pas que les notifications ont beaucoup changé et c'est vrai qu'ils ont mis l'accent sur les channels. Ça a déjà beaucoup changé dans Nougat, mais c'est voilà. Pour moi non, mais je parle pas visuellement, je parle dans les API, il y en a 3 en fait que j'aime beaucoup. Il y a le set timeout
qui permet donc pour les notifications qui sont un peu time sensitive d'être dismiss automatiquement. Ça c'est quand même quelque chose de pas mal, parce que notamment c'est vrai que typiquement les notifications Google parfois qu'on reçoit et qu'on voit qu'une heure plus tard ça sert plus à rien, bah c'est un peu con. Des trucs comme ça, donc voilà, ça c'est pour moi quelque chose de bien. Le fait qu'on va pouvoir aussi snooze donc les notifications, ça c'est sympa, parce que il y a pas mal d'applications qui ne le proposent pas. Et c'est vrai que pouvoir avoir un truc automatiquement et dire, moi j'aime bien avoir un truc clean, et donc parfois c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir dire, ok, ben rappelle-le-moi dans une heure, parce que là maintenant ça ne m'intéresse pas tout de suite, mais je sais que dans une heure ça m'intéressera. Je pense que c'est une super chose. Et surtout le on notification removed. Parce qu'il faut savoir que quand on clique sur une notification ou quand on la dismiss, il va pas forcément. Donc il y a actuellement sur Notification Builder, il y a un truc qui s'appelle Dismiss Intent, je crois, un truc comme ça. Et on peut avoir à ce moment-là un broadcast receiver qui va recevoir cet intent pour dire ok, la notification a été dismiss, et donc agir en fonction de ça. Mais que si le gars clique dessus, par exemple, ben ne va pas appeler le dismiss listener. Donc c'est-à-dire parce que l'application, en fait, l'application elle-même dismiss le truc. Et pas l'utilisateur. Et donc, du coup, l'intent n'était pas appelé. Et donc, maintenant, on va avoir un onNotificationRemoved, qui est une méthode du Notification Listener Service. Et ça, c'est bien. Ça me fait plaisir. Voilà. Et les channels. Les channels, donc, comme tu disais. Donc, en fait, ça, j'ai un peu regardé. Donc, typiquement, on va pouvoir créer des channels qui seront donc, en fait, une sorte de super groupe ID, on va dire. Donc on va créer des channels, et puis ensuite quand on va créer une notification, on pourra lui attribuer l'ID du channel. Donc, c'est une string. Cette string doit être unique. Les channels, ils conseillent de les créer au moment où l'application est lancée, mais on peut potentiellement en créer à la volée, et on peut les supprimer aussi à la volée. Et du coup, quand une notification est attachée à ce channel, l'utilisateur a le droit, enfin la possibilité de muter, de ne pas recevoir la notification d'un certain channel. Donc typiquement, moi l'exemple qui m'a pensé, c'est Waze. Il y a un truc qui m'énerve, c'est Waze me sort des notifications pour me dire les gens ont liké votre... on dit +1 au fait qu'il y avait une voiture arrêtée sur le bord de la route. Et je m'en fous. Je voulais juste reporter le truc ou reporter mais je m'en fous de savoir que les gens ont dit oui ou non. Donc, si Waze implémente les channels, je pourrais, par exemple, continuer d'avoir la notification comme quoi Waze est lancé en arrière-plan, etc., dans ma barre de notification, mais bloquer tous les autres, sans forcément que Waze ait à intégrer eux-mêmes ces toggles de notification. Et ça, c'est une très bonne chose. Cool. Ouais, en effet. Et alors aussi, donc il y aura, en plus des channels, il y a des groupes. Et alors ces groupes, notamment, ils conseillent de le faire si votre application est multi-user, et donc dans les groupes on peut avoir des channels, et donc des notifications dans les channels. Donc ça, si jamais typiquement Yannick utilise mon téléphone et qu'il est sur cette app là, il a aussi son compte à lui, ben on pourrait voir Yannick, tous les channels qu'il y a dedans, puis Benjamin, tous les channels qu'il y a dedans, et donc par utilisateur désactiver certains channels. Et c'est à ça que les groupes vont servir, entre autres. En gros, énormément de granularité dans les notifications. Voilà, et ça c'est vraiment pas mal. Je suppose qu'encore une fois, on peut compter sur l'App Compat Builder, Notification Compat plutôt, pour intégrer un maximum de genre de trucs, j'ai l'impression. Peut-être pas tout. Ben, je pense que ce qui va se passer sûrement, c'est que le Notification Compat Builder va rajouter le set channel qui sera ignoré. Oui, c'est ça. A priori à Home, mais au moins permettra d'harmoniser quand on crée, de pas avoir parce que ça permettra d'avoir un seul code base et qui va fonctionner de manière rétrocompatible, pardon. Donc voilà, je pense qu'on peut leur faire confiance pour faire ça bien, et qui sait, s'ils peuvent un truc du style le on-remove listener peut être très intéressant dans les versions intérieures aussi. Et ça, c'est certainement quelque chose qu'ils peuvent gérer dans les versions antérieures avec Notification Compat. D'ailleurs, je ne peux que recommander dès que vous devez faire des notifications, d'ailleurs, 9 fois sur 10 quand vous utilisez des API qui sont des API entre guillemets relativement anciennes et qui sont disponibles dans l'App Compat, je vous conseille de l'utiliser. C'est le but, c'est d'avoir justement un code aussi clean que possible et aussi mainstream que possible pour dire que voilà, ça va fonctionner aussi optimisé de manière aussi optimisée que possible pour chacune des versions, et c'est bien. Bien que mon rêve c'est MinSDK 26 quand même. J'ai eu une seule fois une application que j'ai dû développer qui était en MinSDK dernière version. C'était le rêve.
C'était génial. Oui, c'est terrible. Maintenant, bon, c'était pour un truc bien particulier, pour un device en particulier en plus, donc on a un peu on pouvait hardcoder les valeurs, enfin, c'était génial. Je t'avoue, pour la toute petite app qu'on a fait pendant le hackathon, on l'a fait en MinSDK 24. Ça a fait plaisir. Mais bon. De toute façon, c'était pas le but de la distribuer. Après, un autre truc aussi pour AppCompat, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont portées vers AppCompat et qui règlent des problèmes d'implémentation de certaines versions. Typiquement, il y a des bug fixes qui sont intégrés à AppCompat et qui donc, quand vous l'utilisez, n'est pas uniquement rétrocompatible, mais aussi parfois corrige certains bugs. Je pense typiquement aux fragments, par exemple. Les fragments dans AppCompat apportent des fixes par rapport aux versions qui sont intégrées dans les versions d'Android. Donc si vous utilisez AppCompat, il y a peut-être des bugs dans le Jelly Beans, AppCompat devrait résoudre ces bugs-là. Donc il est préférable d'utiliser AppCompat quand c'est possible. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je crois qu'on a oublié des trucs, hein. Il y a des trucs sur Bluetooth qui a été amélioré, il y a des trucs sur la sécurité qui a été améliorée, la gestion des HTTPS en réseau, etc., etc. Il y a toute une série de choses dont on n'a pas parlé, simplement parce que ça ne nous a pas spécialement sauté aux yeux à ce moment-là. De toute façon, on aura certainement encore l'occasion d'en reparler parce qu'il va y avoir d'autres trucs. On va reparler de différents morceaux petit à petit. On va en parler plus en détail. Je suis sûr qu'on va certainement parler des notifications un jour ou l'autre. J'ai l'impression. Enfin, tout ça pour dire que voilà, je crois que c'était pas mal comme overview de Android O, en tout cas pour une première release. Juste petite information, pour le moment c'est pas une version bêta, ça veut dire que vous pouvez tout télécharger, donc vous pouvez télécharger le SDK, mais pour ça il faut la version Canary de Android Studio. Vous pouvez télécharger les images pour l'émulateur qui sont en x86, donc qui fonctionnent bien avec la VM Axem, en gros l'émulateur qui va bien. Vous pouvez aussi télécharger l'image pour les Nexus 5X, 6P, Pixel, et tous les trucs habituels, mais ça il faut l'installer manuellement, donc il faut flasher l'image manuellement sur le téléphone. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir trouver si votre téléphone est enregistré sur le bêta, sur le service bêta de Google. Donc ça viendra certainement, si c'est comme l'année dernière, ça viendra un petit peu avant en Google I.O. Hein. C'était ça, je pense. En fait, ici sur la timeline qu'ils ont annoncé, la première preview, donc c'est la Developer Preview 1 qui a été annoncée donc ici entre mi-mars est en fait en alpha. Ensuite la Developer Preview 2 devrait être annoncée mi-mai, donc effectivement ça coïncide avec Google I.O. Et là en fait ils mettent bêta. Donc on peut estimer qu'il est fort possible qu'effectivement les gens qui ont enrôlé, pas comment ce qu'on dit, enfin bon ça, qui sont enregistrés, voilà, dans le programme bêta, vont recevoir une mise à jour ETA à ce moment-là. Ensuite, la Preview 3, qui va finaliser les API, officialiser le SDK et permettre l'application sur le Play Store se fera mi-juin. Et ensuite, mi-juillet, on aura la Preview 4 qui sera là considérée Release Candidate. Et pour Q3, donc à mon avis on peut comme d'habitude, fin septembre, début octobre, on devrait avoir la final release vers AOSP et les écosystèmes. Disponible, moi je dirais même plutôt fin octobre, début janvier. Par là, plus ou moins. 2020 faut pas exagérer. Non, mais bon, c'est assez classique. Hein. En général, les timelines sont assez similaires d'une année à l'autre. Donc, dans le courant du mois d'octobre, début octobre, souvent, c'est le fameux event de Google qui montre les nouveaux devices, tout ça, machin. Donc, il y aura certainement le Pixel numéro 2, etc., etc., qui va sortir certainement avec Android O out of the box, forcément. Ce sera probablement dans les premiers, si pas le premier, mais qui sait, parce que l'année dernière, il y a eu des surprises. Donc, si vous achetez le tout nouveau Pixel machin et que vous avez l'occasion de l'avoir disponible
Non, pas toi, Benjamin. Non, toi, t'en as déjà un, donc tu fais pas bouger ta gueule. Et je veux non, le 2 aussi. non, tu gardes le 1, et puis c'est tout. S'il y en a qui n'ont pas le 1, du tout. Alors, 1, poète. D'accord? Ok. Donc, voilà. Donc, le mois d'octobre, ils annoncent, fin octobre, c'est peut-être dispo si vous avez de la chance, parce qu'en Belgique, si je peux me permettre, hein. En France, aussi, d'ailleurs. Nananer. Et voilà. Donc, j'espère qu'ils vont être un petit peu plus international la prochaine fois, mais bon, c'est une autre histoire. Je vais peut-être rendre un petit service aux gens. Je fais un petit peu de pub pour un service que j'ai utilisé récemment. Donc, ça s'appelle Borderlinks. Je mettrai aussi le lien dans les show notes. C'est un système, en fait, où on peut se faire livrer des paquets de l'étranger. Notamment, ils ont un service pour les États-Unis, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. Et notamment, si on fait livrer en Allemagne, ils ont un système économique et ça coûte, je pense une dizaine d'euros après pour le faire livrer vers les pays européens. Et sachez qu'il est possible d'acheter sur le Play Store allemand depuis la France ou la Belgique et même avec votre carte de crédit, etc. Mais il faut se faire livrer en Allemagne. Donc vous pouvez potentiellement acheter un pixel sur le Play Store allemand, le faire livrer sur le site, Borderlinks, c'est assez clair, en fait il faut rentrer l'information, et puis quand ça arrive chez Borderlinks, en fait vous pouvez, vous recevez un mail, et là vous avez un truc en attente, et vous n'avez plus qu'à cliquer pour vous le faire livrer chez vous. Il faut choisir le mode économie, sinon c'est un peu cher, et en mode économie, je crois que ça prend une semaine et ça arrive chez vous. Moi je me suis fait livrer un truc avec ça a marché, et vu que maintenant on peut commander sur le Play Store allemand depuis les autres pays, même on peut commander sur le Play Store américain depuis les autres pays, ça peut être intéressant. Donc si le Pixel, je sais pas si je conseillerais à l'heure actuelle d'acheter le Pixel puisqu'il est encore relativement cher, et puis le Pixel 2 il est presque au coin de la rue, hein, j'ai envie de dire. Mais pour le Pixel 2, s'il sort qu'en Allemagne et que vous avez vraiment envie de sauter sur l'occasion, ça peut être un bon lien à garder. Voilà. Cool. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, ce coup-ci. On a fait le tour, oui. Et du coup, Yannick, si les gens veulent te parler de Google Home, de t'expliquer pourquoi tu es nul avec Firebase sur ton serveur et te répéter pourquoi tu as raté certaines fonctionnalités très importantes d'Android Auto dont tu l'as parlé, comment peuvent-ils te contacter et te spammer? Alors, n'hésitez pas. J'insiste sur le spam. N'hésitez pas à me spammer sur @theyan @THEYANN sur Twitter. Et toi, Benjamin, comment peuvent-ils te spammer pour te dire à quel point tu ne fais pas du tout OpenGL comme il faut? Alors, s'ils veulent me spammer, c'est @THEYANN. Et s'ils veulent parler de trucs sérieux, alors c'est @XZAN, donc Xan sur Twitter. Tant qu'à faire, spammez-moi parce que ça me donnera l'impression d'avoir des amis. Donc n'hésitez pas. Même si c'est pour me dire que vous venez d'Afrique et vous devez me donner des sous pour que je puisse en avoir, ou non, que je dois vous donner des sous pour que je puisse en avoir, enfin quelque chose comme ça. Non, n'hésitez pas, faut me spammer. Tu peux tromper 1000 fois. Oui, c'est ça. Enfin non. On peut ce film. Non, sinon vous pouvez bien entendu retrouver les informations du podcast et des amis du podcast, bien entendu, sur notre @Android_leaks sur Twitter. Vous pouvez évidemment nous retrouver aussi sur le site androidleakspodcast.com. Android Leaks Podcast, il y a beaucoup trop de S dans cette histoire. Mais Android Leaks Podcast, j'y arriverai.com. Où vous pouvez apparemment nous laisser des chouettes messages qu'on ne voit pas particulièrement tout de suite, mais qu'on voit éventuellement et on répond. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à nous faire des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de tout ça et nous donner des idées de sujets à aborder, et éventuellement, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de participer, proposez-nous des trucs, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà, quoi. Et j'ai envie de dire merci d'écouter notre balado-diffusion. C'est ça. C'est le mot podcast en français et il y a beaucoup moins de S. Android Leaks, baladodiffusion.com. Je l'ai pas encore, ce domaine-là. Il va falloir y remédier. Juste une autre petite plug au cas où ça n'a pas été tout à fait clair. On sera à Android Makers à Paris le 10 et le 11 avril. Donc surtout n'hésitez pas, achetez des tickets, ça va être chouette, il va y avoir des gens extrêmement intéressants, et il va y avoir en gros, ils ont vraiment fait ça comme des chefs, je pense. En tout cas, moi je me réjouis d'y aller.
Ça va vraiment être super chouette. Il y a une line-up de dingue, il faut avouer. Donc il y a Romain Guy, Chetas qui vont faire la keynote d'entrée, il y a Lisa Ray, il y aura Cyril Mottier, il y aura Stéphane Nicolas, il y aura plein d'amis de notre balado, je sais plus quoi. Voilà, les amis de la balado-diffusion. C'est ça. Ça fait un peu nom de secte comme ça, tu vois. Oui, c'est ça, balado-diffusion. C'est ça. Voilà, donc il y aura plein de gens intéressants, et nous. Du coup, si vous avez envie de venir, toutes les infos sont sur le site androidmakers.fr. C'est pas cher, ce sera génial. Et ça peut rapporter gros. Non? Personne? Vraiment? Rien? Non, mais là, comme ça, non. C'est une vieille pub de quand j'étais jeune. Ah, mais t'étais pas né, toi. C'est pour ça. Ça doit être ça. Le loto, c'est facile, c'est pas cher, et ça peut rapporter gros. Ok, c'est pas grave. Bref, quoi qu'il en soit, toutes les infos sur androidmakers.fr, toutes nos infos sur androidleakspodcast.com.fr, Twitter, tout ça. Et bon, je crois qu'il y a plus qu'à dire au revoir parce que je suis fatigué. Parce que ouais, on va dire au revoir. Eh bien, au revoir et à bientôt. Salut.